Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un 11 mai. C'est peut-être un exploit de vous retrouver ce soir parce que je sais que c'est la dernière ligne droite de notre période fiscale. Je pense qu'on a tous envie d'être prêts pour le 15 ou lundi prochain. Vous savez tous qu'on a droit à quelques délais supplémentaires en mode tolérance. Et donc, merci de nous retrouver. Je vais attendre quelques instants avant de démarrer le vif du sujet. On était à peu près 200 inscrits. Les compteurs montent très rapidement. Là, on est 60. J'attends une mini minute pour commencer si vous le voulez bien. Bon, allez, on va y aller. Donc, je suis présidente, donc je suis Virginie Roitman et présidente de la commission assistance et également du contrôle qualité. J'ai eu la grande chance dans la présidente mandature d'être présidente également du tableau de l'ordre et de la commission de répression d'exercice illégal. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que les fonctions régaliennes, donc je les ai eues, et c'est bien évidemment une des missions de l'ordre, le régalien, faire respecter les normes. Mais je trouve aussi qu'une grande mission de l'ordre, c'est également d'être à vos côtés, vous les experts comptables, pour vous aider en cas de difficulté. C'est pour ça que nous avons organisé tous ensemble ce webinaire. Tous ensemble, donc c'est avec Patrick Souzana qui est là ce soir avec nous, président du comité solidaire. C'est avec Brice Benmoussa qui est membre du comité solidaire. C'est avec Jean-Marie Tumerel qui est président de la commission du tableau de l'ordre et membre de la commission d'assistance confrère, et avec Gabrielle Bellach que vous connaissez peut-être aussi puisqu'elle est juriste à l'ordre. On a essayé de faire un inventaire des difficultés que vous pourriez avoir, et à chaque difficulté, bien évidemment difficulté importante et sérieuse, à chaque difficulté, on a essayé de vous apporter une réponse. Si jamais nous avions oublié un cas qui vous tient à cœur, eh bien, il y a un chat, hein. N'hésitez pas à poser la question et on vous répondra au mieux. Donc, on a soulevé différentes difficultés, des difficultés techniques, des difficultés liées à la clientèle, des difficultés organisationnelles, des difficultés financières et des difficultés liées à un problème de santé. On a fait cet inventaire-là, on en a peut-être oublié, donc envoyez-nous des questions. On va commencer tout d'abord par les difficultés techniques. Je vais donner la parole à Gabriel. Alors, l'inventaire des difficultés techniques que nous avons répertoriées. Expert comptable, vous êtes convoqué devant la police judiciaire. Comment l'ordre peut vous aider? Vous avez une opération un peu louche chez un client, vous vous dites qu'il faut peut-être faire une déclaration de soupçon. Comment vous faites? Vous vous retrouvez avec une cyberattaque. Que faire? Qui appeler? Quel est le mode d'emploi? Et après, vous avez des difficultés avec les administrations. Avant, vous vous souvenez, on avait plein de difficultés avec le RSI. L'année dernière, on a connu les difficultés avec l'activité partielle. Dans ces cas-là, que peut faire l'ordre pour vous? Donc, je te donne la parole, Gabriel. On se retrouve, nous, experts comptables, hein, convoqués pour un de nos clients, bien évidemment, devant la brigade financière. On fait quoi? Merci Virginie, bonsoir à tous. Alors comme l'a très bien résumé Virginie, on vous présente donc les difficultés techniques diverses et variées qui peuvent toucher à la fois l'aspect déontologique et purement technique, comme la cyberattaque. Alors, en ce qui concerne la convocation devant la police judiciaire, le cas est le suivant. Donc, je suis convoquée devant la brigade financière
pour l'un de mes clients? Dois-je m'y rendre? Puis-je communiquer des documents? Puis-je répondre aux questions? Alors, en quoi ce cas est une problématique? Tout simplement puisque vous êtes soumis au secret professionnel et que le secret professionnel a un caractère absolu. Donc, ce qui veut dire que seuls les textes de loi peuvent vous délier du secret professionnel. Et tout simplement, ce qui veut dire également que si vous révélez une information donc qui a été transmise à titre de confidence, eh bien vous engagez potentiellement votre responsabilité. Donc c'est une situation qui peut en effet être stressante. Il faut être particulièrement vigilant dans ce cas de figure. Donc c'est pourquoi je vous invite dans ces cas-là à contacter le service déontologie de votre ordre qui tient une permanence déontologique du lundi au vendredi. Donc, on peut à la fois vous répondre par téléphone, mais également par mail. Pour les questions plus techniques, on peut aussi les transmettre à la commission déontologie du conseil régional. Cette commission est composée de membres professionnels qui répondent aux questions plus complexes. Donc, en ce qui concerne le cas particulièrement de la convocation, comme je vous l'ai indiqué, donc il faut être très vigilant, ce qui veut dire que lorsque vous êtes auditionné, vous n'êtes pas automatiquement délié de votre secret professionnel. Donc, vous pouvez vous rendre à la convocation, mais là encore, vous ne pourrez pas tout révéler sur place. Donc, ce qui veut dire que vous devez en amont soit demander une réquisition judiciaire. Donc, cette réquisition judiciaire est un acte écrit. Soit la demander sur place si on vous demande des documents. Donc là, en effet, il ne faut pas hésiter à le demander puisque c'est le seul cas dans lequel vous êtes délié du secret professionnel dans cette situation. Là encore, en ce qui concerne la réquisition en elle-même, la réquisition, en fait, elle va tout simplement lister les informations qu'on vous demande. Donc, ce qui veut dire que sur place, si on vous demande par exemple des informations concernant une société X et que cette information ne figure pas dans la réquisition judiciaire, eh bien, il ne faudra pas hésiter à redemander une réquisition à nouveau pour ces éléments-là. Donc nous, en fait, concrètement, ce qu'on vous apporte dans cette situation, eh bien, on vous rassure dans un premier temps, on vous explique que vous pouvez vous y rendre, mais que vous êtes soumis au secret professionnel. Donc à ce titre, on vous conseille sur l'aspect déontologique et on peut également vous transmettre des outils pratiques. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que on vous envoie par mail les dispositions légales, mais également la doctrine du Conseil supérieur à ce sujet. Par ailleurs, j'attire également votre attention par rapport à l'audition. Une fois que l'audition est terminée, il ne faut en effet pas avertir votre client. Alors pourquoi? Tout simplement pour ne pas nuire à l'enquête. Donc en effet, si votre client vous pose des questions, vous restez le plus vague possible. Et si le client ne vous en parle pas, eh bien, dans ce cas-là, vous restez silencieux par rapport à ça. Là encore, on a évoqué le cas de votre client, mais si ça concerne un ancien client, le cas est tout à fait similaire, hein. Vous restez tenu au secret professionnel. Donc, par rapport au secret professionnel, vous disposez donc, comme je l'ai indiqué, d'un tas d'outils et notamment donc le guide secret professionnel du Conseil supérieur qui est très bien détaillé sur le sujet. Donc, si vous nous contactez pour une question qui touche directement le secret professionnel, eh bien, en général, on vous renverra sur ce guide et on vous adressera en fait la doctrine du Conseil supérieur. Vous disposez également donc d'articles qui sont répertoriés donc sur le Francilien, donc le magazine du Conseil régional. Donc on publie très régulièrement des articles sur divers thèmes touchant la déontologie. Donc on a publié à plusieurs reprises des articles sur le secret professionnel. Et notamment donc des newsletters déontologie normes, donc sur des thèmes divers et variés. Là encore, en matière de secret professionnel, on a juste évoqué le cas de la convocation devant la police judiciaire, mais les cas sont vraiment très variés. On a eu très récemment le cas d'un expert comptable qui a été sollicité par un organisme de sécurité sociale.
Et là encore, c'était une situation qui était assez stressante pour lui puisque il avait d'un côté cette pression de l'organisme de sécurité sociale qui le relançait à plusieurs reprises pour obtenir des documents et à la fois cette pression de la part du client qui lui indiquait que s'il transmettait n'importe quelles informations à l'organisme, eh bien, il engagerait sa responsabilité. Donc nous, dans cette situation-là, on a pu le rassurer, on a pu intervenir et lui préciser que il restait soumis au secret professionnel et que si aucun texte ne prévoit cette levée du secret professionnel, eh bien, il serait tout à fait fondé à l'opposer à l'organisme. Donc, concrètement parlant, Gabriel, dans ce cas très précis de la convocation, on a besoin d'une réquisition judiciaire pour être levé du secret professionnel. Tout Deux, à fait. il vaut mieux quand même y aller quand on est convoqué. Je pense que faire l'autruche, c'est pas ce qu'il faut faire en l'espèce. Trois, on relit bien le PV que l'on signe. Et quatre, on n'avertit surtout pas le client. Voilà pour Tout ce à fait. cas précis. Et en zéro, en fait, en premier réflexe, appelez l'ordre des experts comptables. Là, on vous a donné l'adresse mail, déontologie@eocparis.fr. Vous avez donc Julien Philippe et Gabriel qui est ce soir, qui sont là, présents vraiment pour vous assister dès que vous avez ce genre de difficultés. On va beaucoup se répéter. Vous aurez accès aux slides, bien évidemment. Comme ça, vous saurez à chaque fois, avec toutes les difficultés que nous avons répertoriées, quels sont les services de l'ordre et les adresses mail à contacter pour avoir une réponse efficace. On passe au problème suivant, donc qui est la déclaration de soupçon. Oui, tout à fait. Alors là Alors, encore, par exemple, donc on est chez un de nos clients et on voit qu'il y a un abus de bien social ou par exemple, on s'est retrouvé avec un client qui a pu demander le fonds de solidarité. On sait qu'il n'y a pas le droit et on se retrouve avec des comptes et un fonds de solidarité auquel il n'a pas le droit dans les comptes, par exemple. Mais passons à la déclaration de soupçon, mais c'est le même genre de problème. oui, tout à fait. Alors la déclaration de soupçon, là encore, on serait dans un cas assez lié en fait au secret professionnel, puisque c'est un cas exceptionnel de levée du secret professionnel qui est prévu par le Code monétaire et financier. Donc là, le cas de l'abus de biens sociaux, si vous vous retrouvez dans cette situation, le premier réflexe, là encore, qu'il faut avoir et qu'il faut se demander, c'est est-ce que je dois, oui ou non, faire cette déclaration de soupçon? Donc, dans un premier temps, vous pouvez nous contacter. Donc là encore, on vous renverra vers le service déontologie qui pourra en effet vous préciser et vous rappeler que vous êtes soumis au devoir d'information et de conseil, vous rappeler que l'abus de biens sociaux est une infraction, qu'en tant qu'expert comptable, vous devez effectuer votre mission dans le respect des règles réglementaires et que vous devez refuser toute complaisance à l'égard des agissements du client. Donc nous, on pourra vous conseiller sur cet aspect-là. Et sur l'aspect lutte anti-blanchiment, on vous transmettra les coordonnées donc, du comité lutte anti-blanchiment qui se situe au niveau du Conseil supérieur. Et ce comité est composé de membres professionnels qui échangeront avec vous de manière tout à fait confidentielle sur cet aspect lutte anti-blanchiment. Donc ça peut être en effet le cas d'un abus de bien social, ça peut être le cas du fonds de solidarité, comme l'a indiqué Virginie, ça peut être le cas de dois-je mettre un terme à ma mission après avoir établi une déclaration de soupçon. Donc voilà, c'est vraiment des cas divers et variés qui touchent vraiment l'aspect lutte anti-blanchiment. Donc c'est vrai que le premier réflexe que vous devez avoir en tant qu'expert comptable dans cette situation, c'est de les contacter. Après, sur l'aspect lutte anti-blanchiment, vous disposez d'un ensemble d'outils. Alors, slide suivant, s'il vous plaît.
Merci. Alors, un ensemble d'outils sur l'aspect lutte anti-blanchiment, donc notamment ReflexLab, qui vous permet de vous former à distance à la lutte anti-blanchiment avec des tutoriels pédagogiques et ludiques. Et également Cap Performance, donc, que l'on verra tout à l'heure, qui est un site qui vous propose justement d'améliorer l'organisation de votre cabinet à travers des outils divers et variés. Et en ce qui concerne la lutte anti-blanchiment, vous avez notamment un questionnaire blanchiment à votre disposition. Donc, le numéro de téléphone à appeler, c'est le 0800 081 341. Donc, comme l'a dit Gabriel, ce sont en fait des experts comptables qui sont des spécialistes de la lutte anti-blanchiment. J'ai déjà eu l'occasion d'envoyer quelques consoeurs et confrères vers ce numéro-là. Ils répondent tout de suite, c'était super efficace et très professionnel. Et bien évidemment, il y a un secret absolu. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à appeler ce numéro et également à aller consulter les outils que ReflexLab et autres pour vous former au mieux. Je te rends la parole, Gabriel. Merci. Euh, on a juste un petit problème technique avec les slides, mais Ils sont tout va partis bien. tout seuls, c'est Oui, ça? ça part tout seul. Alors, je vous propose d'avancer en attendant. Oui, Donc, le troisième cas, Virginie, donc c'est le cas de la cyberattaque. oui. Donc, je suis expert comptable et je suis victime d'un ransomware. J'ai animé un rendez-vous au 50 l'année dernière à ce sujet. Je pense qu'il est encore consultable sur la chaîne YouTube de l'Ordre. Donc, je vous incite. Donc là, on a passé 1 heure et demie sur ce cas-là et surtout comment s'en protéger. C'était les gestes de barrière pour éviter les cyberattaques. Donc, la cyberattaque, je me suis fait hacker des données. J'arrive un lundi matin à mon bureau, je peux plus me connecter, j'ai plus accès, j'ai plus rien, j'ai plus les codes. Donc là, je fais quoi, Gabriel? Alors là, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de contacter votre assureur. Et notamment, donc, si vous êtes adhérent donc, du contrat groupe Verspiren, vous avez une plateforme d'assistance qui est disponible 7 jours sur 7. Alors, le numéro s'affiche à l'écran. Il faut savoir également qu'au niveau des garanties Verspiren, les garanties en fait ont évolué depuis 2016, ce qui permet en fait d'assurer au maximum les risques liés à la cyberattaque. Donc, à titre d'exemple, le contrat peut notamment prendre en charge les dommages causés aux clients ou encore les frais nécessaires à la reconstitution des données. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe qu'il faut avoir en tête. Après, ce que vous pouvez éventuellement faire pour avoir des conseils un peu plus, on va dire, juridiques, vous pouvez nous contacter. Donc là encore, je vous renverrai vers le service déontologie qui pourra vous inviter eh bien, à déposer plainte. Mais encore à informer votre client. Pourquoi? Puisque en tant qu'expert comptable, vous avez en votre possession des documents qui appartiennent aux clients. Donc là encore, dans le cadre de votre contrat de dépôt, eh bien, on vous invitera à avertir votre client puisque les documents appartiennent aux clients. Donc voilà, ce sont principalement les trois démarches que vous avez à faire. Et on peut également, si vous avez besoin de précision sur l'aspect technique, on peut vous mettre également en relation avec le service informatique du Conseil régional qui pourra vous aiguiller sur cet aspect-là. Donc, 3 réflexes. Je contacte mon assureur. Donc, on vous a mis, si vous êtes dans le contrat groupe, vous êtes assuré d'office contre les cyberattaques. Donc, la question se pose à ceux qui ne sont pas dans le contrat groupe. Si vous êtes par exemple hébergé chez Link Office ou Coaxis, donnons les noms des hébergeurs, ou hébergé chez les grands éditeurs de la profession, Cégide ou Sedge, il n'est pas inutile
de savoir également comment vous êtes protégé en cas de cyberattaque, quelles sont leurs obligations pour vous rendre les données. Et il n'est pas du tout non plus inutile d'appeler votre assureur pour savoir si votre responsabilité professionnelle pourra vous aider. Alors, pourquoi il y a besoin à un moment donné d'un contact? Parce que si on vous a hacké vos données et que votre sauvegarde est défaillante et que vous ne pouvez plus la remettre, donc là, il va falloir passer par la case rançon. Il va falloir la payer. Et la rançon, souvent, on la paye en bitcoin. Alors moi, je ne m'appelle pas du tout Fabrice Evrard. Je sais à peine ce que c'est un bitcoin, donc je ne sais pas le manipuler. Donc c'est souvent en fait les assureurs qui vont payer les rançons, qui savent comment faire, récupérer les données, etc. Donc, premier réflexe, l'assurance. Donc, je vous incite vraiment à aller voir votre assurance privée si vous n'êtes pas chez Verspiren. Deuxième réflexe, vous déposez plainte et vous avez l'obligation d'informer les clients. L'administration sociale fiscale, lorsqu'on est enquiquiné, c'est ça, Gabriel, avec des réponses qu'on n'a pas? En ce moment, avec le fonds de solidarité, c'est compliqué. Moi, je suis contactée de temps en temps par certains experts comptables qui ne reçoivent pas les fonds de solidarité de leurs clients. Donc, on fait quoi là? Ce que vous pouvez faire dans ce cas de figure, c'est solliciter votre ordre et plus particulièrement la commission simplification. Donc la commission simplification, elle a pour rôle d'être en fait un facilitateur et un interlocuteur dédié vis-à-vis des administrations sociales et fiscales. Donc elle a pour objectif de débloquer en fait certaines situations. Alors là, on vous a mis le cas d'une non-délivrance d'attestation de vigilance par l'URSSAF. Donc là, en effet, dans ces cas de figure, le comité simplification peut intervenir et ça vous permettra justement d'obtenir ce document sans délai. Donc c'est vraiment un interlocuteur dédié et le but, c'est d'instaurer vraiment un dialogue permanent avec les administrations. Donc l'adresse mail s'affiche à l'écran. Donc oui, en l'occurrence, ça on l'a eu ces problèmes-là, on les a eu il y a quelques mois, lorsque on n'a pas payé les charges sociales pour nos clients pendant les 3 mois parce qu'on avait la possibilité de ne pas les payer. Mais après, pour obtenir l'attestation de vigilance qu'on était à jour, eh bien, nos clients ne pouvaient pas l'obtenir. Et donc, ça bloquait des appels d'offres. Donc, si vraiment vous vous retrouvez dans ce genre de cas, donc on est intervenu à l'ordre il y a quelques mois pour débloquer le problème précis d'un confrère qui avait un appel d'offres important pour la société du Grand Paris. Et on lui a obtenu, je ne sais pas, il fallait 24 heures et on a obtenu l'attestation dans un temps record. Donc, le président de cette commission, c'est Philippe Messica, et le permanent à l'ordre des experts comptables, donc c'est géré par Julien Philippe, et l'adresse mail, c'est simplification@eecparis.fr. On ne vous a pas mis les numéros de téléphone parce qu'aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, les permanents ne sont pas toujours à l'ordre. Mais en revanche, vous avez sur le site internet leur téléphone en cas d'urgence. On a préféré vous mettre d'abord les mails. Donc, les difficultés donc, sociales et fiscales, on y est. Après, on a les difficultés, Gabriel, liées à la clientèle. Oui. Je crois que c'est toi qui nous en parles aussi, c'est ça? C'est tout à fait, oui. Donc là, j'ai un client qui s'amuse à faire des faux. Ah bah il est là mon exemple du fonds de solidarité. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Bon, on se rend compte pendant nos contrôles que le client a fait une fausse facture, a fait une fausse déclaration d'embauche ou a fait des faux contrats de travail ou a bénéficié d'un fonds de solidarité alors qu'il n'y avait pas le droit. Donc on fait quoi là, docteur? Alors là, la question en effet est de savoir que dois-je faire dans cette situation? Est-ce que je réponds favorablement à la demande du client ou est-ce que je refuse, voire même est-ce que je mets un terme à la mission? Alors là, c'est vrai que c'est une situation qui est complexe puisque en tant qu'expert comptable, vous engagez votre responsabilité sur les travaux que vous effectuez. Donc, il faut être particulièrement vigilant et comme je l'ai indiqué précédemment, refuser toute complaisance à l'égard des agissements du client. Donc là,
le réflexe qu'il faut avoir dans cette situation, si vous avez un doute, c'est de contacter le service déontologie qui vous conseillera et qui vous rappellera dans un premier temps que vous êtes soumis au devoir d'information et de conseil. Donc, c'est en effet prévu par votre code de déontologie à l'article 155. Et en fait, ce devoir d'information et de conseil, il se découle en plusieurs sous-obligations. Donc, vous avez l'obligation dans un premier temps d'informer votre client des options ou des obligations légales et réglementaires qui s'offrent à lui, qui s'imposent à lui. Dans un deuxième temps, si vous êtes en présence d'anomalies importantes, eh bien, vous devez mettre en garde le client des conséquences que peuvent avoir justement ces agissements ou l'omission du client. Dans un troisième temps, si le client, malgré votre information et votre mise en garde, ne vous répond pas ou ne coopère pas, eh bien, vous devez exiger du client que la mission soit réalisée dans les règles de l'art. Ce qui veut dire que si le client refuse malgré votre mise en garde, malgré votre mise en demeure, eh bien, vous devrez refuser d'exécuter les travaux, voire même, dans les cas les plus graves, mettre un terme à la mission. Pourquoi? Puisque, en effet, si vous maintenez la mission en connaissance de cause, eh bien, c'est un risque de mise en cause de votre responsabilité à l'égard des tiers. Donc là-dessus, il faut vraiment être très vigilant et surtout, ce qu'on vous recommande, c'est de formaliser les échanges par écrit. Tout au long de la relation, soit vous adressez des mails aux clients, soit vous communiquez par courrier et vous adressez systématiquement les mises en garde ou voire même le refus ou la rupture par écrit. Donc, c'est très important en cas de mise en cause de votre responsabilité. Là encore, ce qu'on peut vous proposer, alors soit on vous préconise ces éléments par téléphone, soit on peut également vous faire un petit mail récapitulatif en vous rappelant étape par étape votre devoir d'information et de conseil. Et on vous adresse également en pièce jointe généralement des extraits et on a notamment donc un guide qui est très bien détaillé sur le sujet, donc l'obligation de conseil en 10 questions. Donc, généralement, soit on vous envoie un petit extrait, soit on vous renvoie directement vers le guide. Là encore, on a publié très récemment un article sur le Francilien numéro 107, qui était une FAQ spécialisée en fait sur le thème le devoir de conseil et d'information. Donc, cette FAQ est disponible sur le site internet, donc je vous renvoie à ce lien. Et là encore, on publie très fréquemment des newsletters sur le thème normes déontologie. Donc la mini-conclusion, Gabriel, on va dire que notre client se trompe et par mégarde fait des fausses factures ou un faux contrat de travail et on lui fait remarquer et il annule tout. Voilà, oui. On va dire que ça va. Voilà. En revanche, il nous explique que c'est pas notre problème et qu'il ne change rien en fait, et qu'on a bien formalisé par des mails l'information, sa réponse, etc., on démissionne et on sort du dossier. Exactement. On rompt la mission. Ok, Tout à c'est fait. clair. Donc le cas suivant, c'est que on va dire que par exemple un de mes clients me quitte, ce qui m'arrive rarement. Le client me quitte. Et j'ai décidé de ne pas rendre les dossiers, par exemple, ou ne pas lui rendre des pièces parce qu'il me doit encore de l'argent, par exemple. Et donc, ce client très délicat arrive au cabinet et est menaçant. On fait quoi là? Alors là, en effet, c'est un cas très particulier. On rencontre pas fréquemment et fort heureusement ce cas de figure-là. Alors là, c'est vrai que dans le cas où le client vient au cabinet, en effet, on vous assistera par téléphone, bien entendu, on vous conseillera sur l'aspect déontologique. Donc, bien entendu,
n'interviendra pas sur place par rapport au client, mais on pourra vous rassurer. Donc, c'est vrai que là-dessus, déjà, la question est de savoir est-ce que le client, est-ce que sa demande est légitime? Si la mission a pris fin, en effet, vous devez restituer l'intégralité des documents, mais il faut savoir que en cas de non-paiement des honoraires, vous avez un droit de rétention sur les documents qui ont été établis pour le client. Donc là-dessus, nous, on pourra en effet vous rassurer sur cet aspect-là, donc sur cet aspect très déontologique. On peut intervenir également sur l'aspect litigieux. Donc il faut savoir qu'il y a une commission résolution des litiges à l'ordre qui s'occupe principalement des litiges clients experts comptables. Donc on rentrera pas dans le vif du sujet puisque on a un prochain rendez-vous au 50 le 9 juin sur ce thème. Donc je vous en dis pas plus, mais donc voilà, dans ces cas-là, notre but est vraiment de vous rassurer, de calmer, on va dire, calmer le jeu et éventuellement, si vraiment le client est menaçant, on vous invitera à déposer plainte. Mais vraiment dans les cas les plus graves. Bon là encore, comme je vous l'ai indiqué, je vous rassure, c'est un cas qui est très rare. Donc, le droit de rétention s'applique sur le travail de l'expert comptable, c'est-à-dire sur son dossier de travail, sur le bilan qu'il a fait, mais il ne s'applique pas sur les pièces comptables du client. Tout à On est fait, sur d'accord. les Donc, absolument. voilà, on a l'obligation de rendre au client ses pièces comptables, factures d'achat, vente, etc., si ça existe encore, si tout n'est pas dématérialisé. Mais en revanche, donner le bilan qui est le fruit de son travail, ce n'est pas une obligation et c'est là que s'applique le droit de rétention. Absolument. Alors dans certaines conditions, donc notamment une créance certaine liquide exigible. Là encore, vous pouvez retenir à titre d'exemple le bilan 2018 si les honoraires n'ont pas été réglés, mais vous ne pourrez pas retenir le bilan 2019 pour des honoraires 2020 non réglés. Il faut quand même un lien, vous voyez, entre les honoraires et le travail établi. Donc, il faut avant toute chose respecter les conditions relatives au droit de rétention. Donc là encore, c'est pour ça que c'est assez important de nous contacter en amont. Nous, on vous précisera ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là encore, on peut vous confirmer tous ces éléments par mail. Donc c'est Vital Samar qui préside cette commission déontologie et je vous rappelle donc l'adresse mail, c'est déontologie@oec-paris.fr. Ensuite, une question qu'on avait assez souvent, là Jean-Marie est là, donc avec Jean-Marie, nous sommes des ex-présidents de la commission de répression d'exercice illégal. C'est un cas qui nous énerve beaucoup, nous les experts comptables, c'est quand on se fait piquer un dossier par un non-membre de l'ordre, parce que ça, c'est le terme politiquement correct de l'illégal. Donc, mon client me quitte ou nous quitte, Jean-Marie, pour passer chez un illégal, que faut-il faire? Eh bien, dans ces cas dans cette situation très particulière, je vous inviterai à contacter directement donc la commission de répression de l'exercice illégal, donc notamment Pascal Caparros et Jacques Midali qui sont les permanents référents de cette commission. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est de signaler le non-membre de l'ordre qui potentiellement en fait fait de l'exercice illégal. Donc, ce qui sera fait au niveau de l'ordre, dans un premier temps, c'est de vérifier si cette personne est inscrite ou non à l'ordre. Les permanents transmettront en effet cette information à la commission et ce dossier sera examiné en commission pour éventuelle suite. Là encore, on vous conseillera et on vous indiquera que les documents que vous avez en votre possession devront être remis uniquement au client contre décharge et non pas aux non-membres de l'ordre. Dans tous les cas, les documents ne doivent pas être restitués à une tierce personne. C'est vraiment la propriété du client et au regard du secret professionnel, ils ne doivent être remis uniquement au client.
Et pour finir, le service met à votre disposition un modèle de courrier que vous pouvez adresser à votre client. Alors, ce modèle de courrier, en fait, il vous permet d'appliquer votre devoir de conseil. Donc, à travers ce courrier, vous allez alerter votre client sur les risques qu'il encourt à poursuivre donc cette relation contractuelle avec un non-membre de l'ordre. Et ça vous permet en effet de mettre en œuvre votre devoir de conseil et le client sera informé des risques. Donc là, on va sur le site internet comptaillégal@oec.fr. On peut y déposer le signalement. C'est vraiment bien de nous le dire à l'ordre pour qu'ensuite nous commencions des investigations. Et surtout, hein, aujourd'hui, quand il y a des reprises de clients comme ça, on s'échange les FEC, eh bien le FEC, on l'envoie surtout pas aux non-membres de l'ordre, on le donne aux clients. Et informer le client qu'il est en fait chez un illégal et surtout que cette personne-là n'est pas assurée, c'est également votre devoir de conseil. On arrive aux difficultés organisationnelles. C'est Brice, c'est ça là? Écoute. Alors Brice, donc je vais te passer la parole. On va évoquer 3 cas. Le premier, on est en pleine période fiscale, j'ai une collaboratrice, un collaborateur qui a le Covid, enfin bref, j'ai un manque de personnel dans un moment critique. Le deuxième cas, c'est que mon cabinet est désorganisé. Le troisième cas, c'est on m'a détourné de la clientèle. Manque de personnel, que peut faire l'ordre pour nous aider? Alors, donc, si vous avez un manque de personnel, sachez qu'il y a une commission qui répond à cette demande et il y a des outils pour vous aider à retrouver soit des sous-traitants, d'accord, ou bien sûr du personnel, des méthodes pour trouver du personnel. Donc là, en fait, on parle de BeBuzzy, de BeBigger. Voilà. BeBuzzy, c'est la plateforme de co-traitance entre experts comptables. Tout à fait. Alors donc, il y a des experts comptables. Sachez qu'ils sont souvent très compétents pour faire ce travail-là, pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes ou donc à cette plateforme pour vous aider. Alors, on a créé BeBuzzy avec Laurent Benoudis il y a à peu près 4 ans parce qu'on est parti du constat que 80% à peu près des jeunes experts comptables s'installent ex nihilo. Donc, il y a beaucoup de jeunes experts comptables qui arrivent sur le marché de l'expertise comptable qui n'ont pas racheté de clientèle et qui ont du temps. Donc là, c'est une plateforme qui met en relation des experts comptables, on va dire peut-être surdébordés, et avec d'autres experts comptables qui seront bientôt surdébordés, mais qui, en attendant, ne le sont pas. Et sur cette plateforme, on peut y indiquer des besoins précis, des compétences précises. Ça peut être donc un besoin ponctuel, par exemple en social, une mission de consolidation, voire il y a des histoires de territorialité parce qu'aujourd'hui, BeBuzzy, en fait, inonde un peu toute la France. Donc, un de vos clients vous demande d'aller intervenir à Marseille. C'est la période fiscale, vous n'avez personne, vous n'avez pas le temps d'y aller, vous pourriez faire une annonce pour savoir si un jeune expert comptable ou un peu plus âgé, hein, c'est pas limité aux jeunes experts comptables inscrits, pourrait se déplacer à Marseille. Donc BeBuzzy, c'est cette plateforme de co-traitance entre experts comptables. Alors, il est important de faire attention de mettre en place une convention ou un contrat de co-traitance ou de sous-traitance. Alors, je crois qu'il y a un modèle qui est publié par le Conseil supérieur et qu'il est important de s'y référer et de le faire parce qu'il nous est arrivé d'avoir des litiges à ce niveau-là et il vaut mieux les éviter lorsqu'il y a un bon contrat bien rédigé entre le confrère et la personne qui s'occupe de la co-traitance ou de la sous-traitance. Et donc après, on a aussi BeBigger. Tout à fait.
Donc BeBigger, c'est une plateforme pour présenter son cabinet. Et là, c'est pour attirer les collaborateurs. Il n'y avait pas de plateforme où les cabinets peuvent se faire référencer. Alors, la dernière fois que je suis intervenue pour parler de BeBigger, on était à peu près 450-460 cabinets. Vu qu'il y a 6300 cabinets à peu près à Paris-Île-de-France, donc il y en a beaucoup qui ne sont pas encore inscrits. Donc, je vous incite à aller vous afficher sur BeBigger et vous pouvez y passer des annonces. Ça donne vraiment une super bonne image. Hein. Donc, on y met des photos de son cabinet, on y met l'équipe, on peut y mettre des vidéos. Tout est fait pour mettre en valeur vos cabinets. Bien évidemment, hein, ces deux sites sont gratuits. On n'est pas du tout en train de vendre quoi que ce soit. Alors, faites attention à une chose très importante, n'essayez pas de dire je vais étaler mon travail, je vais le terminer peut-être à temps, peut-être pas, je décalerai les délais, etc. Là, vous allez vous exposer à des problèmes avec vos clients et vous allez avoir des litiges assez importants. Donc, essayez plutôt de les faire dans les délais en faisant appel à ces genres de solutions. Donc, le cas suivant, c'est le cas, Brice, de la désorganisation du cabinet. Je crois que c'est là qu'on parle de la mission récente, c'est ça que… Tout à fait. Alors donc il faut faire attention de ne pas tomber sur la surcharge du cabinet de travail parce qu'après vous allez pas vous en sortir. Donc on l'a introduite tout à l'heure. Il faut absolument faire appel aux gens compétents autour de vous pour finir dans les délais, pour bien faire votre travail, pour éviter d'être en surcharge, parce que la surcharge finit par vous mener au burn-out, sans utiliser de gros mots, ou la dépression, etc. Donc faites très attention de ne pas tomber dans ces situations-là. Et organisez-vous, mettez en exergue un petit peu tous les moyens que vous avez ou que vous pouvez avoir avant de tomber dans le problème du burn-out. Donc là, concrètement, vous avez deux personnes à l'ordre, donc Gabriel qui est ici et Valérie Ponce. Vous avez leur adresse mail, Gabriel belladj@oec-paris.fr, Valérie vponce@oecparis.fr. Je sais que ces cas-là sont compliqués et donc là avec Brice, on a initié une mission tous les deux. On avait une consoeur qui a eu beaucoup de litiges avec des clients, beaucoup de litiges en 2018, 2019 et 2020. Tout à fait. Pourquoi je dis que c'est compliqué? C'est compliqué parce que j'ai la sensation que lorsque on va mal et qu'on se retrouve, nous les experts comptables, dans une impasse, on n'a pas envie de demander d'aide. Et c'est très compliqué de demander de l'aide. C'est peut-être lié à notre caractère indépendant. C'est peut-être pas pour rien qu'on se retrouve en profession libérale et on pense qu'on va trouver la solution et qu'on va s'en sortir. Et là, on parle voilà d'une consoeur qui nous a rien demandé du tout. Hein. On l'a plutôt enquiquiné qu'autre chose. Mais donc moi j'ai passé 1h30 au téléphone avec elle peut-être il y a un mois. J'ai senti que c'était compliqué et Brice est allé la voir pour essayer de comprendre les difficultés qui résident dans son cabinet. Là, on vous a aidé malgré vous, en fait, vous voyez. Alors, donc, n'hésitez pas à nous demander de l'aide, mais je sais que c'est compliqué, mais donc on peut faire des choses. Donc, la Brice coach un peu cette consoeur pour essayer de l'aider régulièrement. Donc, on est là. Je peux pas, moi, détecter tous les experts comptables qui vont pas bien. Alors là, on les a détectés parce qu'on a recoupé quelques voyants au sein de l'ordre des experts comptables. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, il existe, voilà, les adresses mail. En tous les cas, n'hésitez pas à demander l'aide de l'ordre des experts comptables. On est là pour vous aider et on a des moyens de venir concrètement vous aider. Il y a d'autres moyens aussi qui sont les outils de Cap Performance.
Tout à fait. Alors, avant d'engager la discussion sur cas de performance, justement pour parler du cas de notre consoeur, le fait de me rendre chez elle et de voir un petit peu ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, on a déjà évité 5 dossiers à la commission de litige, parce elle avait 5 dossiers qui commençaient à engager par un avocat une procédure qui allait coûter très très cher à notre consoeur. Pourquoi? Parce qu'elle ne répondait pas à toutes les questions. Elle répondait parfois par mail et le client dit qu'il n'a pas reçu les mails, etc. Donc, on a mis en place une procédure, c'est-à-dire des lettres recommandées avec AR par dossier, parce qu'elle mélangeait un petit peu les dossiers parce que c'est le même interlocuteur, et le même interlocuteur avait des problèmes lui-même. Donc, elle ne mettait pas en exergue ces problèmes pour se protéger et pour éviter d'être en responsabilité. Donc, je lui avais dicté un petit peu tout ce qu'elle devait faire, y compris lui prendre la main pour les courriers qu'elle devait faire. Elle s'est engagée à nous adresser une copie. Et là, d'un seul coup, on s'est rendu compte que le client et son avocat se sont calmés et on a pu commencer à résoudre le problème. Donc, on a résolu déjà à aujourd'hui 2 dossiers sur 5. Donc, on poursuit pour le reste. Voilà, donc on assiste la consoeur jusqu'au bout pour qu'elle n'engage pas sa responsabilité et qu'elle puisse répondre à ses obligations. Bah, merci beaucoup, Brice. Enfin, voilà, c'est ce que je vous disais en introduction, hein, le rôle de l'ordre, hein, c'est évidemment le régalien, mais c'est aussi d'être là à vos côtés quand à un moment donné, peut-être vous déraillez, quand vous sortez un peu de la route, et quand on déraille et qu'on sort de la route, on n'a pas tout à fait l'esprit clair et je pense qu'on prend pas forcément les bonnes décisions. Et là, donc, on a demandé à Brice, hein, qui suit cette consoeur, et voilà ce qu'on peut faire à l'ordre pour vous. Donc, n'hésitez pas, je sais que c'est compliqué, mais si jamais vous avez un copain, une copine expert comptable, un consoeur, une confrère, vous savez qui sont peut-être en train de dérailler, ben, dites-le nous. Et on va les contacter et on essaiera de les aider. Là, c'était malgré cette consoeur, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est ravie. Mais parce qu'on commence à résoudre des problèmes. Donc, en bref, n'hésitez pas, on est vraiment là pour vous aider. Si je Les peux me outils de permettre d'ajouter, oui, bien sûr. si je peux me permettre d'ajouter avec avant cap performance, il faut bien savoir que la consoeur est bien compétente. Elle est même très compétente. C'est pas le problème. C'est seulement elle avait la tête dans le sac et elle était perdue. Elle savait plus quoi faire. Oui, Et donc oui. là, avec un petit peu de recul, on a pu l'aider. Mais je mets vraiment pas en cause ses compétences. C'est loin de là. C'est simplement qu'elle n'avait pas assez de recul par rapport à ce problème. Tout à fait. Les outils Alors, Cap cap performance. Performance. Donc, vous allez sur la plateforme, je pense que vous les connaissez. Alors, il y a le manuel cabinet. Donc, ça, c'est des outils pour booster la performance de votre cabinet. Donc, le manuel cabinet, la lettre de mission, vous avez un outil pour vous aider à faire les lettres de mission, le décodeur des normes, souvent c'est très compliqué de savoir ce qu'on fait pas, le questionnaire par exemple de maintien de la mission, il faut le formaliser, il faut pas le formaliser, donc je vous dis il faut pas le formaliser, sauf que le jour où vous avez un doute si vous devez rester chez le client ou pas, le diagnostic performance, le diagnostic RGPD, le document unique et la performance académie. Donc voilà, vous avez le site internet, n'hésitez pas à consulter tous ces outils qui sont à votre disposition gracieusement, hein, on vend rien, c'est vraiment pour vous et c'est dommage de ne pas les utiliser. Après, on a le cas du détournement de clientèle. Donc, on a soit un ancien collaborateur, un ancien stagiaire, enfin un collab qui part avec de la clientèle et on a une importante baisse de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours à moi, pardon. Je crois que Brice, c'est à vous. Bon. Je crois, mais je peux le dire. J'étais dans le cap performance, je me disais il y a des choses à ajouter, mais bon, on en verra ça après peut-être. Hein. Donc, quand il y a un détournement de clientèle, bon, la meilleure chose, la meilleure. Alors, on pense parfois que c'est un détournement de clientèle, et ça, c'est peut-être, ça ne l'est pas. On a eu quelques cas dans la résolution à la commission des résolutions des litiges où le
confrères pensaient que c'était un détournement, mais ça ne l'était pas vraiment. Donc faites attention. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les contrats de travail soient bien faits avec surtout les futurs experts comptables, les stagiaires, etc. Il faut qu'il y ait un contrat qui vous protège et que justement veiller à ce que la confidentialité, le secret professionnel et éventuellement la protection de la clientèle soient bien mises en exergue dans votre contrat de travail avec la personne avant de voir ça. Bon, il y a d'autres cas, bien sûr, de détournement de clientèle entre confrères, mais ça, donc, à chaque fois que vous avez le problème, il faut le présenter à la commission de résolution des litiges. Voilà. Donc, on saisit la commission de résolution des litiges. Vous avez l'adresse mail conciliation@oec-paris.fr. Donc cette résolution, elle est présidée par Michel Bodanovich et cette résolution de commission des litiges invite évidemment les parties à trouver un terrain d'entente. Si jamais vous vous retrouvez après devant le tribunal de commerce, ça peut durer très longtemps. Donc on préfère vous conseiller de trouver la solution dès maintenant. Oui, il faut faire vraiment très attention parce qu'on a vu des confrères qui voulaient aller au judiciaire et ils se sont complètement trompés. Ils ont eu plutôt des problèmes que les résoudre au sein de la profession. C'est très important de revenir vers l'ordre. Je pense qu'on est beaucoup mieux aidé et jugé par ses pairs que devant un tribunal de commerce où tout le monde ignore notre métier et nos obligations. Donc, on est protégé à rester au sein de l'ordre. On attaque les difficultés financières. Merci beaucoup, Brice. Donc, les difficultés financières. Donc là, on est expert comptable. On a du mal pour payer ses cotisations ordinales, ses cotisations qu'avec, ou on a des difficultés dans le cadre de sa société d'expertise comptable. Jean-Marie, pour nos cotisations ordinales. Ah, on t'entend pas. Voilà, vous m'entendez? Parfait. Parfait. Bon, donc après toutes les difficultés qu'on a vues avant, difficultés techniques, difficultés déontologiques, effectivement, c'est pas étonnant à la fin qu'on puisse se retrouver avec des difficultés financières. Juste, Virginie, avant de démarrer, on laisse les questions pour la fin ou parce qu'on a déjà moi, je ne les vois quelques pas, les questions. Donc, s'il y a des questions, on peut y aller. On en a déjà deux. Puis moi j'ai une réflexion sur le secret professionnel que j'aimerais bien faire avant de l'oublier. Alors, je sais pas. Ma réflexion, elle est la suivante. Donc, j'ai entendu effectivement sur le secret professionnel quand on est devant la police judiciaire ou autre, en disant secret professionnel, il faut rien dire. Alors moi, je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé devant un enquêteur de la police à qui on dit monsieur, on ne dira rien parce que secret professionnel, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne solution. Je pense qu'il faut doser en pratique parce que on a aussi un devoir de coopération avec ces organismes-là. Alors, moi, je suis d'accord, il y a un secret professionnel. Mais quand vous êtes convoqué par la police, bah, c'est souvent parce que vous êtes l'expert comptable du dossier et que l'enquêteur a des questions à vous poser pour comprendre le dossier. Alors, si à chaque fois qu'il pose une question, on lui dit secret professionnel, on ne répond pas, à mon avis, ça installe un malaise. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé parce que je pense qu'on est quand même dans un devoir de coopération. Alors, qui dit coopération dit pas il faut tout dire, il faut se déballonner, etc. Mais ça veut quand même dire qu'il y a des documents qui sont publics. Donc, sur ces documents publics, je ne vois pas en quoi le secret professionnel a un effet restrictif puisqu'ils sont publics. Après que la police vous demande des explications sur des comptes ou sur des méthodes qui ont été utilisées, moi je crois que là, c'est ici qu'il faut que l'on montre que l'on est en coopération. Parce que si vous ne montrez pas ça, le policier qui est en face de vous,
va se dire, mais il est peut-être complice de la personne que je soupçonne. Donc, en réalité, je pense que c'est vrai que c'est beau de dire il y a secret professionnel absolu, tant qu'on n'est pas délivré, il faut rien dire. Moi, je serais beaucoup plus nuancé en donnant les explications qui n'engagent pas ma responsabilité professionnelle, parce que je ne rentre pas dans des détails, mais je coopère quand même et je montre que je suis coopératif. Alors, je ne sais pas si on aura une discussion derrière ou si dans la salle, il y a des gens qui ont peut-être eu effectivement aussi des cas précis sur des dossiers. Hein. On en a tous eu au bout d'un certain temps. Malheureusement, on a certains de ces dossiers, mais je serais quand même intéressé qu'on approfondisse un petit peu ça, parce que entre la théorie qui est très belle et puis la pratique où on essaye quand même de jongler entre plusieurs éléments, bah, je pense que la difficulté, elle est là. Voilà, moi, c'était juste la réflexion que j'avais sur cette histoire de secret professionnel. Alors après, où il y a des questions, on passe aux questions ou tu veux que j'attaque les difficultés financières? Quoi qu'il en soit, Jean-Marie, pour rebondir sur tes propos, quand on est convoqué devant la PJ, on n'y va pas à la fleur au fusil. Ça veut dire quoi? Ah bah non. Non, mais bien évidemment, ça peut paraître évident, sauf que parfois, on est tellement persuadés, nous experts comptables, d'être au courant de rien et d'avoir rien à voir dans le micmac qu'il y aurait pu avoir. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'était plus expert comptable. Les années où il y a eu le problème, on ne se sent pas concerné. Quoi qu'il en soit, on se prépare. Donc au minimum, on appelle l'ordre. Au maximum, on consulte un avocat. On n'y va pas comme ça en dilettante. Même et surtout, j'allais dire, si on est persuadé qu'on n'a rien à voir dans le truc, parce que ce sont les cas les pires où on arrive sûr de soi et ce sont vraiment des mauvais moments en fait qui se préparent. Surtout, hein, voilà, quand on est persuadé d'être dans notre bon droit, c'est là qu'il peut y avoir des pots de banane et qu'on peut sortir d'une convocation un peu fracassée en fait et avoir fait des réponses qui nous seraient préjudiciables. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je partage ton avis. Hein. J'ai été convoquée une fois hein, il y a 10-15 ans. Bien évidemment, j'y suis pas allée avec mes dossiers de travail. On m'a posé hein, quelques questions et j'ai répondu aimablement. Et parfois, on me posait des questions sur des trucs qui étaient arrivés 8 ou 9 ans après. Eh bien, moi, je me souvenais plus. Hein, et je disais, vous faites... parce que souvent, c'est quand même un peu le cas. On nous pose des questions. Le temps de se retrouver devant la PJ, ça peut être des comptes qu'on a arrêtés 8 ans avant. Hein. Bon, voilà pour ta remarque. Je peux ajouter mon témoignage. Moi, en 30 ans, j'ai eu 2 cas. Alors, surtout ce que j'ai évité, qui est du secret professionnel, et c'est Gabriel l'a rappelé à juste titre, surtout il pose 4 questions sur les comptes, et puis au milieu, il ajoute une question sur la vie privée. Alors, toujours, j'ai répondu, ça c'est de la vie privée, je ne connais pas sa vie privée, donc je peux... Par contre, sur le dossier, bien entendu, mais à chaque fois, il essayait d'introduire une question sur la vie privée ou sur une société. Par exemple, moi, j'avais une SARL et on me parlait d'une SCI. J'ai dit, je n'ai pas connaissance de cette SCI. Donc, il ne faut pas qu'ils nous ramènent vers quelque chose qu'on n'a pas et qu'on ne fait pas. Et ils essayent de le faire. Alors, il faut faire, moi, dans les 2 cas, c'était ça. Ils essayaient de creuser un peu plus. On vient, je crois, moi, j'avais compris à l'époque, bien sûr, j'étais préparé, je suis allé à l'ordre, j'ai essayé de comprendre comment ça se passe, etc. Et je me suis renseigné, et surtout auprès de ceux qui ont eu déjà le cas, pour ne pas dévoiler des choses personnelles, etc. Et dont on n'est pas au courant très souvent. Hein. Voilà, il faut faire attention à ça.
Voilà, merci. Alors, on peut peut-être voir les 2 questions. Oui, alors on a une première question sur la rupture de mission et la confraternité. Quand on rompt la mission et on reçoit le courrier de confraternité du confrère qui reprend le dossier, faut-il évoquer pourquoi on a mis fin à la mission? Alors, vas-y, Gabriel. Oui. Alors, donc, en effet, donc dans le cas de la rupture, alors c'est délicat puisque vous êtes soumis au devoir de confraternité, mais à la fois au secret professionnel. Il faut savoir qu'il n'y a pas de secret professionnel partagé entre confrères, donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avertir votre confrère, du moins par écrit, des raisons pour lesquelles vous avez mis fin à la mission. Alors, ce que vous pouvez éventuellement préciser, c'est que vous avez été contraint de mettre un terme à la mission. Donc ça, c'est ce que vous pouvez préciser par écrit. Après, ce qu'on vous conseille, rien ne vous empêche de prendre contact par téléphone avec le confrère et éventuellement d'en discuter avec lui, mais verbalement. Hein. Le tout, c'est d'éviter de laisser des traces écrites par rapport à ça. Mais voilà, pour répondre à la question, en principe, on ne peut rien préciser par écrit. Voilà, donc officiellement, on dit rien. Voilà. Enfin, on n'écrit rien. Soyez focus alors. Alors, ensuite, on a une question et qui est aussi une suggestion, mais qui est intéressante parce que ça concerne pas mal de monde. Donc, je connais des confrères installés qui dépriment. Ils ne savent pas comment chercher de la documentation et s'organiser au sein de leur cabinet et répondre convenablement à leurs clients. Serait-il possible de prévoir une plateforme où l'on peut poser des questions et notamment assister les jeunes installés? Donc ça, c'est notamment Lucas qu'on a. Je ne sais pas qui veut répondre. Plus spécifiquement donc à l'égard des jeunes installés. Alors, Virginie. oui, pour les jeunes installés, j'ai envie de dire, alors, sortez de l'isolement. Ça peut être très, très, très bien. Et vous savez que depuis le mois de février, on a le centre d'affaires Lucas qui se trouve pas loin dans le 8e, rue du Colisée. Je crois qu'on a 800 ou 1000 mètres carrés de bureaux. Donc, on a un accord avec ce centre d'affaires qui est dédié vraiment aux jeunes experts comptables et aux jeunes commissaires aux comptes. Les tarifs sont vraiment assez intéressants. Je crois que pour 250 € par mois, vous pouvez aller dans un open space où il n'y a que des experts comptables, bien évidemment. Pour 10 heures par mois d'open space, etc. Il y a des tarifs. Donc, je vous incite à sortir de l'isolement. Et dans ce lieu-là, vous pourrez partager toutes vos difficultés techniques, professionnelles, discuter documentation. Je retiens l'idée de la plateforme. Pourquoi pas, je vais voir. Vous avez aussi pour les jeunes le club des jeunes experts comptables où il y a beaucoup de partage. Donc, rentrez dans ce club ou syndiquez-vous. Le pire, c'est vraiment l'isolement. Et c'est vrai que c'est un métier et depuis un an, on le vit tous dans cette pandémie. C'est compliqué et on peut avoir un peu tendance à rester derrière son ordinateur. Il reste encore quelques places chez Lucas, donc allez-y. Voilà. Sinon, je précise, donc il y a une question sur le replay. Donc, vous aurez bien le replay de l'émission. Il y a beaucoup de questions très précises sur la déontologie. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de tout prendre, mais ce qu'on peut faire, c'est bien sûr, on a vos coordonnées, revenir vers vous, parce que c'est des questions assez qui nécessitent un développement et qui, à mon avis, ne peuvent pas être traitées dans le temps imparti, mais bien sûr, on peut revenir vers vous. Il y en a pas mal, en fait, de très précises. On vous répondra par mail, c'est ça? Voilà, parce que là, dans le temps imparti, ça va être compliqué. On essaye d'avancer. S'il nous reste un peu de temps à la fin, on répond à 2-3 questions. Voilà. Ok, on y va. Alors, paiement des cotisations ordinales. Donc, je vous rappelle, avec Jean-Marie, on est tous les deux des ex-présidents du tableau de l'ordre aussi, que le non-paiement des cotisations de l'ordre et le non-paiement des cotisations qu'avec sont des clauses de radiation à l'ordre des experts comptables. Donc, payez vos cotisations et lorsque vous ne pouvez pas les payer, je vous suggère d'écouter
Jean-Marie? Alors déjà on est très tolérant parce que si vous ne payez pas vos cotisations ordinales, on va attendre 2 ans avant de vous radier. Mais le but, c'est effectivement de ne pas attendre ces 2 ans. On a malheureusement des confrères qui font le mort, qui attendent 2 ans, qui se trouvent radiés, et au bout de 2 ans, on a un gros souci avec eux. Donc, si vous n'arrivez pas à payer vos cotisations, en général, vous n'arrivez pas à payer d'autres choses parce que c'est un ensemble de difficultés. Mais rapprochez-vous du tableau. Rapprochez-vous de Valérie Ponce, qui est notre permanente au tableau. On examinera vos difficultés et puis effectivement, lorsqu'il y aura une session de l'ordre, on exposera votre cas et puis on regardera soit à annuler complètement votre cotisation, soit à la réduire dans des cas spécifiques. Enfin, généralement, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas un élément de blocage et surtout, on essaye en sorte que ce ne soit pas un élément qui entraîne votre radiation automatique au bout de 2 ans. Donc vraiment, si vous avez un gros problème que vous n'arrivez pas à payer, vous vous rapprochez de Valérie, vous lui expliquez, vous lui donnerez les éléments dont elle a besoin et puis on exposera, même sans donner votre nom, on exposera au prochain conseil le problème et en général, on trouve toujours des solutions. Alors Donc là, on n'est pas dans la case open bar, on paye plus les cotisations. Hein. On est dans la case, on a des réelles difficultés, on est capable de le prouver qu'on a des difficultés financières et on peut demander un échelonnement, le payer en plusieurs fois déjà, et ou une annulation. Donc, il y a le service du tableau, comme l'a dit Jean-Marie, et il y a aussi le service cotisation de l'ordre, cotisation@oc-paris.fr. Bien plus enquiquinant et bien pire et bien plus cher que les cotisations de l'ordre, c'est les cotisations qu'avec. Absolument, parce que déjà les cotisations qu'avec, c'est beaucoup plus que les cotisations de l'ordre, donc ça peut poser un problème. Ça va poser également un problème, et on a eu le cas dernièrement d'un confrère qui avait l'âge de prendre sa retraite, donc de toucher sa retraite, et qui malheureusement, parce qu'il avait pas fait le nécessaire, il avait des retards de cotisation, et sa retraite était bloquée. Et effectivement, là encore, en cas de problème, si vous n'arrivez pas à payer vos cotisations, rapprochez-vous de la commission du tableau, parce qu'à la commission du tableau, on est quand même, on est un interlocuteur privilégié de la CAVEC. C'est quand même, ils sont comme nous des experts comptables, ils gèrent nos retraites. Donc, on arrivera à discuter avec eux, on pourra vous donner les noms d'une personne à la CAVEC qui trouvera des solutions, peut-être des solutions d'étalement ou peut-être des solutions où on vous fera baisser d'une tranche. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la CAVEC, mais je pense qu'il y a vraiment pas de problème particulier. Et enfin, au sein de la CAVEC, il y a même une commission des affaires sociales qui peut allouer également des secours aux experts comptables en difficulté. Alors là aussi, c'est pas open bar, quoi que ça va bientôt rouvrir, mais voilà, si vraiment vous avez des difficultés, que vous arrivez à prouver, je pense que la CAVEC peut également vous aider à ce niveau-là. Ce que j'ai remarqué, moi, avec la CAVEC, c'est que souvent l'expert comptable, en fait, la CAVEC fait une taxation d'office et demande des cotisations de retraite qui n'ont rien à voir avec le petit revenu qu'a eu l'expert comptable. Et parfois, ce sont que 2 ou 3 échanges
et l'expert comptable n'a simplement qu'à donner son réel revenu de l'année. Donc, si jamais vous avez des problèmes donc relationnels avec la CAVEC, vous n'arrivez pas à les joindre, je ne sais pas, on m'en parle assez souvent, eh bien, on peut, nous, à l'ordre, par Valérie Ponce ou Isabelle Bertrand, les permanentes du tableau de l'ordre, vous aider à mieux communiquer avec la CAVEC pour pas se retrouver dans des situations ubuesques. Et le ubuesque, c'est lorsque à l'ordre, ben, on vous radie parce que vous n'avez pas payé vos cotisations CAVEC. On a aussi, Jean-Marie, des sociétés d'expertise comptable qui vont très mal et qui se retrouvent en procédure collective. Et là, nous, à l'ordre, on peut aussi être présent. Alors oui, effectivement, et malheureusement, je dirais, on en a quand même de plus en plus parce que une société d'expertise comptable, c'est une société comme une autre, elle a du personnel, elle a pu racheter une clientèle à un confrère et puis que cette clientèle est partie. On peut avoir perdu un gros client. Bref, on peut se retrouver dans une accumulation de dettes. Et l'expert comptable qui est dirigeant de ce cabinet est obligé de rentrer en procédure collective. Alors, la procédure collective, je ne vous fais pas un dessin, ça peut être un redressement judiciaire ou ça peut être la liquidation judiciaire. Alors, nous, ce qu'on vous propose, c'était également, si vous sentez que vous avez des grosses difficultés, que votre société risque de déposer le bilan, c'est peut-être de vous rapprocher également de la commission assistance confrères, parce que on regardera quelles sont les possibilités, on pourra peut-être vous aider. Sachez aussi que l'ordre est souvent désigné par le tribunal comme contrôleur d'office dans le cadre des procédures collectives. Donc, on est là pour assister le confrère le long de la procédure. Alors, vous allez nous dire, le confrère, il a déjà des organes judiciaires qui l'assistent, mais c'est quand même pas la même chose quand l'ordre est également présent. Et je sais que dernièrement, on a assisté à un confrère qui passait devant un tribunal de grande instance, et effectivement, l'ordre était présent, et je veux dire que ça a été très très bien perçu par le juge et notamment par le procureur de la République qui a trouvé que l'ordre faisait son travail d'être là à côté des experts comptables qui avaient des problèmes financiers. Donc même vis-à-vis de l'extérieur, vous voyez, le fait que l'ordre soit à côté de vous, on n'est pas à côté de vous pour surveiller, pour regarder, on est à côté de vous pour essayer de vous assister, de vous aider. Donc ici aussi, naturellement, c'est dans le respect des règles professionnelles et surtout dans le respect du secret professionnel. Ce qu'on peut apprendre dans le cadre de cette assistance-là, naturellement, le confrère qui va être là pour vous assister est complètement soumis, là pour le coup, à un secret professionnel strict et ça ne sortira pas de là. Donc, encore une fois, si c'est un cas qui peut vous arriver, sachez que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y en a et qu'il y en a malheureusement de plus en plus, parce que la période actuelle est quand même très difficile, surtout depuis un an. Ça s'est encore accéléré. Et à mon avis, dans l'année qui va venir, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ça peut vous arriver. Si ça vous arrive, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce qu'il y a un ensemble de circonstances qui a fait que vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, sachez qu'au niveau de l'ordre, on n'est pas là pour vous juger, mais on est là pour vous aider. Donc, voilà, si vous avez besoin, il y a la commission assistance confrères, plusieurs experts comptables assez chevronnés et ayant un petit peu de temps libre sont là pour vous aider. Donc, surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Virginie, je te rends la parole. Jean-Marie, je peux ajouter un mot de cas d'expérience, un cas vécu. Surtout, il y a des confrères qui vont chercher un avocat pour les aider et cet avocat, généralement, est un débutant qui ne connaît pas bien la profession, etc. Surtout, il faut qu'il sache qu'à l'ordre, on a, je crois, une liste, si j'ai bonne connaissance de ça,
et j'ai eu à aider un confrère là-dessus. On a une liste de Gabriel, dites-moi si je dis des bêtises, on a une liste d'avocats, je crois, spécialisés. Hein. Alors oui, on communique 4-5 numéros en général d'avocats. Tout à fait. Donc vous l'avez compris, hein, en conclusion, on est là pour vous. Donc, c'est moi qui préside cette commission assistance confrères. Donc, vous l'avez compris, quelles que soient vos difficultés, et bien évidemment des grosses difficultés, hein, je ne vous parle pas des bobos du quotidien, on est là à l'ordre. Vous avez tous les mails, vous avez les noms, vous avez maintenant la boîte à outils et j'espère que vous aurez le réflexe demain de consulter l'ordre, parce que vraiment on est là pour vous. Les dernières difficultés, hein, ce sont les difficultés liées à la santé. On a eu le cas, hein, l'année dernière avec un confrère qui a eu le Covid. Et là, je laisse la parole à Patrick Sousana, qui préside ce comité solidaire, hein, et qui va nous expliquer un petit peu comment l'ordre peut vous aider là aussi lorsque, expert comptable, eh bien, vous êtes à un moment donné dans l'incapacité de travailler. Bien, merci. Bonsoir à tout le monde, tout d'abord. Bien évidemment, parler des difficultés de santé, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement positif. Donc, comme je souhaite commencer par une note positive, je tiens à vous dire qu'on a aidé quelqu'un dernièrement, et en 2 heures de discussion, 2 fois 1 heure pour être très précis, eh bien, on a aidé le confrère à trouver les solutions. Bon, alors d'abord, il faut savoir que ce comité n'est pas là pour se substituer. Il est là uniquement pour être à l'écoute et des confrères qui sont dans des difficultés de santé. Alors, la santé, ça peut être tout problème de santé, pardon. Il est clair que par expérience, ce que l'on a vécu jusqu'à présent, ce sont essentiellement, pour 80 ou 90%, des gens qui, à un moment ou à un autre, ont décroché ce qu'on appelle assez fréquemment le burn-out, sans être obligatoirement des burn-out, qui fait que on ne peut plus avancer, on reste cloîtré dans son lit, mais on a du mal à faire les choses de façon cohérente, on va dire. Alors, le comité solidaire, donc c'est quelque chose de très récent, hein, puisque ça a été mis en place en 2018. Son rôle, c'est donc de prévenir quelques situations de détresse de santé. Et vous allez voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut aider dans cette partie-là. D'ailleurs, en lien avec d'autres services de l'ordre. Et je tiens à vous dire que je préfère dire que je coordonne cette commission, et que tous les gens qui sont dans cette commission sont bienveillants et savent être à l'écoute. Hein. Même moi qui suis de naturel très bavard, en tout cas c'est ce qu'on me dit, je sais dans ces cas-là me mettre en retrait, parce qu'il y a un rôle important psychologique, notamment quand c'est des situations liées à du burn-out. Alors, les actions, on va aussi, donc, tout confrère peut être qui identifie des confrères en difficulté, doivent nous tenir informés, mais vous allez voir qu'il y a quand même d'autres sources pour savoir qui sont disponibles, et les outils, ben, on va pouvoir en parler rapidement. Je crois que je n'ai pas la maîtrise sur les slides. Et je ne me vois même pas parce que j'ai un gros écran derrière. Donc, quand je fais ça, je ne sais pas si vous me voyez, c'est qu'il faut passer les slides. Alors, tout d'abord, l'identification des confrères. Plusieurs sources, mais les plus importantes sont ce dont vient de parler Jean-Marie, c'est les retards de cotisation à l'ordre et les retards de cotisation à la CAVEC. Ce sont 2 indicateurs. Les autres personnes qui nous permettent d'identifier, ce sont les contrôleurs qualité,
Bon, malheureusement, pour des problèmes liés à la Covid, je ne sais pas quand ces contrôles reprendront, mais tous les contrôleurs qualité ont été informés de cette structure lors d'une réunion et nous préviennent. Mais tout le monde, hein, ce n'est pas de la délation, hein. Tout le monde peut nous prévenir. Et comme le disait tout à l'heure Virginie, il y a 1 ou 2 cas où on est allé, on nous a dit non, non, circulez, il n'y a rien à voir. Et puis on a dit, vous êtes sûr qu'il n'y a rien à voir? Et puis en prenant le temps de la discussion, les gens se sont ouverts à nous. Alors avec beaucoup de modestie et d'humilité, après coup, quelle que soit la finalité de notre intervention, la majorité des interventions se finissent par des gens qui reprennent la direction de leur cabinet. Je ne parle pas malheureusement d'un cas dramatique où il y a eu un décès, mais même ceux qui ont dû arrêter leur cabinet parce qu'ils étaient vraiment dans une panade pas possible, ils n'étaient pas mécontents de pouvoir échanger avec nous. L'écoute, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une écoute bienveillante. On est dans ce comité des gens, comment on dit maintenant, mûrs. D'accord ? C'est-à-dire des gens qui ont plutôt des cheveux blancs. Pas parce qu'on est meilleur, quoique, mais surtout parce qu'on a une expérience professionnelle derrière nous et donc on essaye d'orienter. Hein. La majorité des cas, c'est quand même des gens qui nous ont appelés, qui avaient moins de 45 ans, qui ont pété un câble, si vous permettez l'expression populaire, mais il n'y a rien dans mes propos, qui ont pété un câble, surcharge de travail, on ne trouve pas les collaborateurs, etc. Et ça peut aller assez loin. Donc, ensuite, on verra qu'on peut orienter aussi, parce qu'il y a une approche psychologique très importante, on va orienter aussi vers d'autres structures dont on parlera tout à l'heure. Je tiens à remercier ici tous ceux qui aident dans ce comité, mais également les permanents et Valérie Ponce, qui elle aussi a un rôle important, parce que parfois elle dégrossit le problème et parfois elle n'a pas besoin de nous les envoyer vers nous. Alors, slide s'il vous plaît. Le numéro vert, donc ça c'est un numéro vert, il y a des psychologues qui sont à nos côtés. Hein. Ces psychologues ont un rôle hyper important. Donc il y a un numéro vert, derrière, au bout de ce fil, vous allez avoir un psychologue qui va vous aider. Et bien évidemment, que ce soit les confrères qui interviennent ou ces psychologues, tout ça se fait dans l'anonymat. Et nous, en ce qui nous concerne, le secret professionnel, puisqu'on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, on est tenu, bien évidemment, dans le cadre du secret professionnel, même si, Gabriel, je pense qu'il n'y a pas de texte qui dise que le secret professionnel est partagé, mais si on n'a pas le texte, on a au moins l'éthique, qui est tout aussi importante. Alors, donc, Patrick, je suis expert comptable. Je sens que je suis en train de perdre pied. Ou alors, je suis la femme d'un expert comptable et je sens qu'il est en train d'aller dans le mur. Je téléphone à ce numéro vert-là. Donc, je peux contacter l'ordre, Valérie Ponce. Je peux téléphoner à ce numéro vert-là. Et derrière, il y a un psychologue qui écoute, qui conseille et qui aide. Donc ça, c'est un service de l'ordre. C'est marqué gratuit et confidentiel. Donc, il est dommage de ne pas faire au moins ce premier pas. Virginie, c'est un premier pas que je comprends qui parfois est très délicat. C'est très compliqué. On est dans une profession, et sans être critique, hein, simplement factuel, on est dans une profession où il y a quand même quelques fiertés. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, ben après, tout se passe très bien. Et ce psychologue est là pour aider. En fait, le psychologue va aider à retrouver du sens. Et nous, on va essayer de trouver les solutions les mieux adaptées
pour que la personne reprenne les commandes de son cabinet, allant peut-être, et c'est pas nous qui le faisons dans ce cas-là, allant vers d'autres services de l'ordre, que ce soit ce dont a parlé Brice tout à l'heure, ou d'autres services, jusqu'à mettre peut-être un confrère qui va être administrateur provisoire. Hein. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que toutes les solutions sont possibles. Alors, donc là, on va parler du Sentinelle, voilà, dispositif Sentinelle de l'APESA. Ouais, l'APESA. Donc, l'APESA, qui connaît très bien les dirigeants d'entreprise, hein, parce qu'ils n'interviennent pas que pour l'ordre, hein, ils interviennent dans beaucoup de structures. Donc, on est, nous, également Sentinelle APESA. Et donc, on a suivi une formation, tout va bien. Mais il y a aussi les juges des tribunaux de commerce, hein, qui sont sentinelles, il y a dans les chambres de commerce, etc. Et dès qu'on détecte quelque chose, on peut les mettre en lien avec l'APESA, et l'ordre a pris un engagement ou un contrat, je ne sais pas quel est le mot qui va bien. Donc la personne aura le droit à 5 rendez-vous avec un psychologue entièrement financé par l'ordre. D'accord? Et donc, ça, c'est important de le savoir. Bien évidemment, là, on est sur des problèmes psychologiques. Hein. Alors, bien évidemment, là aussi, ça paraît, pardon, il vaut mieux le dire, hein, dès qu'il y a des risques suicidaires, là, notre comité se retire. On laisse d'abord faire le travail au psychologue et après, nous, on interviendra. Alors, on intervient sur plusieurs points. 2 minutes, il me reste, j'accélère. On intervient sur plusieurs points. D'abord, on a parlé de la CAVEC et des cotisations à l'ordre. Déjà, on peut obtenir très très facilement, à l'ordre pratiquement parce qu'on est entre amis, hein, plus qu'autre chose, mais également avec la CAVEC, où on est aussi avec des gens qui sont à l'écoute, on peut obtenir des étalements de cotisation, voire une annulation des charges de la CAVEC. La CAVEC peut également nous aider dans le comité social, je ne sais pas si c'est un comité ou un autre nom, dans le cadre de son comité social. On a déjà eu le cas, par exemple, et ça va me permettre de faire le lien avec la convention d'assistance, par exemple, une consoeur qui a bénéficié de la convention d'assistance, mais qui, à cause de la Covid, a eu beaucoup plus de difficultés à reprendre les rênes de son cabinet. Et donc, la CAVEC a complété, a doublé ce que l'ordre a pris en charge. Alors, c'est quoi cette convention d'assistance? Eh bien, il y a une convention tripartite qui est signée entre l'ordre, le confrère qui a des difficultés et, pardon, et un sous-traitant éventuel. Et donc, l'ordre prend à sa charge 40 heures de sous-traitance à un prix déterminé. Hein. Il n'y a plus de négociation. Donc, c'est 50, je crois que c'est 50 € de l'heure. Voilà, on a une liste de jeunes experts comptables qui se sont portés volontaires dans le cadre de cette convention d'assistance. Donc, on l'a mis en place l'année dernière pour une consoeur ou un confrère, je ne sais plus, je me souviens plus bien, Patrick, qui avait on l'a mis en place déjà plusieurs fois, mais c'est vrai que la consoeur, elle, a bénéficié non seulement de cette convention d'assistance qui est limitée à 40 heures, avec possibilité de doubler par l'ordre 40 heures supplémentaires. Quand on est dans de grandes difficultés opérationnelles, il est clair que ce n'est pas suffisant. Et donc, dans le cas de notre consoeur, qui va bien aujourd'hui et j'en suis ravi, on a obtenu en plus de la CAVEC à ce qui est donc 80 heures de prise en charge. Donc vous voyez que cette assistance, elle est triple. Un psychologue, 2, un confrère qui va pouvoir aider à prendre des décisions. Et comme j'aimerais être pratique, je vais donner un exemple où ça a duré sur à peu près 6 à 7 mois. Le confrère a d'abord eu l'assistance de quelqu'un et
on l'a aidé pour qu'il prenne contact avec ses clients. Oui, il a perdu des clients, mais au moins pour qu'il n'y ait pas de contentieux. Et enfin, il a pu reprendre les rênes de son cabinet, sachant qu'on est dans des situations parfois délicates, parce que comme tout, c'est comme un bateau qui prend l'eau, quoi, hein. Ça commence par une brèche et puis ça continue par plusieurs brèches, sachant qu'il y avait des problèmes financiers. Le confrère ne se payait plus, il faisait 70 heures par semaine pour essayer de récupérer son retard, et il s'en est sorti. Et bien que la première chose qu'il m'ait dite lorsqu'on s'est rencontrés, c'est dès que j'ai réglé tout ça, je m'en vais de la profession, eh bien, il est toujours là. Peut-être parmi les 116 participants. Donc, j'en conclus donc que 116 personnes ont fini tout leur bilan puisqu'ils sont avec nous. Bravo les gars, hein, et les filles, hein, vous êtes les meilleurs. Voilà, je ne voudrais pas rentrer plus dans le détail, mais sachez que vous, même ceux qui vont bien, etc., n'hésitez pas à nous le dire, parce que le profil, c'est souvent le confrère isolé, hein. Le groupe où il y a 10 experts comptables associés, pour être totalement transparent, il y en a un l'année dernière à cause du Covid enfin, c'était pas 10 associés qui m'ont contacté. Je leur ai dit, écoutez, les enfants, vous êtes gentils, mais débrouillez-vous entre vous. Il y en a d'autres qui sont tout seuls. Le profil, c'est plutôt le gars qui travaille seul ou dans une structure où il n'y a pas suffisamment d'associés pour prendre le relais. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, Virginie, mais Merci voilà ce que beaucoup, Patrick. Merci pour ton engagement. Donc là, on a fait quand même un bel état des lieux des difficultés. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'en prendre une ou deux. Je vais terminer par faire un petit peu de teasing, puisque dans les prochains projets que nous allons lancer à l'ordre, c'est une plateforme pour y mettre vos volontés en cas de souci, en cas d'incapacité. Il existe donc là aujourd'hui, il existe une start-up qui a lancé un produit. Là, on est en lien avec cette start-up pour vous le proposer, vous membres de l'ordre. L'expérience a été la suivante. Un consoeur ou une confrère se trouve à l'hôpital. On a envie de faire tourner son cabinet, sauf qu'on n'a pas les codes pour entrer dans son ordinateur. Et sans les codes, on ne fait rien. On ne fait pas la TVA des clients. Il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, on est en lien donc avec cette plateforme pour que vous puissiez stocker ces informations confidentielles et que ces informations précises soient communiquées à une personne de votre choix au cas où. Voilà, au cas où vous seriez dans l'incapacité, au cas où, plus grave, vous décéderiez, enfin, au cas où. On est en lien aussi avec, c'est un projet commun avec la CRCC de Paris. Donc on va bientôt vous en parler de manière plus précise. Ça sera peut-être l'objet d'un rendez-vous au 50. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc on est en train de faire cette plateforme pour que vous puissiez y stocker, vous, expert comptable, commissaire aux comptes, des informations professionnelles. Et vous aurez aussi la possibilité d'y mettre des informations personnelles si vous le souhaitez. Je ne vais pas vous en dire plus. J'avais quand même... alors oui, on a un dernier slide donc, qui est sur l'administration provisoire et la convention d'assistance ou d'entraide. Vous savez qu'il peut être prudent de signer cette convention d'assistance quand vous inscrivez au tableau de l'ordre. On vous la propose. Moi, ça doit faire une vingtaine d'années que je suis inscrite, donc je m'en souviens plus et je ne l'ai pas vraiment rempli. Mais je vous incite à le faire et bientôt je vais le faire, c'est-à-dire c'est une convention qui dit que si jamais il m'arrive quelque chose, eh bien c'est tel copain, telle copine expert comptable qui sera chargé, par exemple, d'être l'administrateur provisoire de mon cabinet. Cette convention d'assistance, il pourrait être très utile de la stocker
dans la plateforme dont je vous parlais précédemment. Donc aujourd'hui, elle existe, cette convention d'assistance, il y a un modèle. Si vous nous la demandez, on va vous la communiquer, bien évidemment. Et je vous incite à la remplir. On va prendre quelques questions, et puis une ou deux, je sais qu'il y en a beaucoup. Isabelle, oui, il y en a énormément. Oui, il y en a énormément. Donc, on répondra bien sûr par mail à toutes vos questions. Hein. Donc, on va prendre deux petites questions. D'abord, une question. Tout à l'heure, on a vu le cas où c'est un non-membre de l'ordre qui prend un dossier à l'expert comptable. Là, c'est une question sur l'hypothèse inverse, c'est-à-dire comment reprendre un dossier sur lequel travaillait un illégal. Je te remercie, Isabelle, de cette question. Je vois que Pascal, qui est donc permanente de la commission d'exercice illégal, a fait une réponse. Pascal, tu veux peut-être à l'oral? Non. Non. Moi, ce que j'ai envie de dire, hein, j'en ai déjà repris des dossiers comme celui-ci. Le problème, c'est la qualité du travail qu'on récupère. Déjà, pour nous experts comptables. Donc, c'est un vrai problème. Et on peut passer des heures et des heures à récupérer les bêtises faites par un illégal qui n'a pas forcément respecté ce qu'il doit respecter. Donc, quand vous avez un client face à vous qui est plein de bonne volonté, eh ben, je pense qu'il faut déjà négocier dès le début le fait que vous allez peut-être passer beaucoup d'heures à récupérer des travaux non effectués. Donc, premièrement, regardez déjà hein, la qualité de cette comptabilité qui a été faite par un non-membre de l'ordre pour ajuster au mieux vos honoraires. Et si vous vous rendez compte que c'est pas par hasard que le client se retrouvait chez un non-membre de l'ordre pour enlever tous les filtres, eh ben, il était peut-être très content que ce non-membre de l'ordre ne reversait pas toute la TVA. Eh bien, je pense que c'est un dossier où il est important de partir en courant. Voilà, je vous dis comment je le sens. Je ne sais pas si c'était tout à fait la réponse qu'il fallait faire, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Ça te va, Pascal? Alors, une autre. Oui, donc oui, en effet, les états des dossiers sont souvent déplorables et vous passez beaucoup plus de temps à essayer de faire quelque chose. Donc, il faut peser le pour et le contre. Après, au niveau, je dirais, pratique, si vous voulez absolument récupérer le dossier, il n'y a aucune règle déontologique qui s'applique vis-à-vis de l'illégal, bien entendu, pas de lettre déontologique à faire. Vous entrez en fonction. Ce que vous allez sans doute rencontrer, c'est la passation des documents comptables. Hein, l'illégal, il n'est pas soumis aux règles déontologiques, mais la rétention de documents, il connaît. Donc, dans ces cas-là, il faut que le client fasse une mise en demeure. Et après une mise en demeure, si vous ne récupérez pas les documents, l'ordre ne peut pas évidemment intervenir de façon amiable. Il faudra que le client dépose plainte. Voilà. Alors moi, si je peux ajouter un petit mot, ce serait effectivement, si l'expert comptable récupère un dossier qui était tenu avant par un illégal, je pense qu'il récupère un dossier, mais il y a peut-être encore 99 dossiers qui sont chez les illégaux, donc l'expert comptable a tout intérêt à se rapprocher de la commission exercice illégal et puis à signaler qu'il a récupéré un dossier chez monsieur Untel, qui tenait la comptabilité, qui établissait les bilans, afin que on ouvre un dossier et qu'on aille voir cette officine et qu'on fasse notre boulot au niveau de l'ordre. Donc, j'incite fortement le confrère qui récupère un dossier chez un illégal de se rapprocher de l'ordre et de le dire afin que l'ordre fasse son travail derrière. Une autre question, Isabelle? Oui, alors aussi une question sur un litige d'honoraires. Ça, on est souvent saisi là-dessus. Donc, bonjour, un de mes clients qui me doit une forte somme d'honoraires est parti chez un confrère de Versailles. Celui-ci ne s'est jamais manifesté et en particulier sans m'adresser de lettres déontologiques.
Ce client est en procédure de redressement judiciaire. Malgré mes courriers auprès de l'administrateur et du représentant des créanciers, je n'ai eu aucune réponse. Que puis-je faire? Gabriel, tu as une idée? Conseiller commission résolution des litiges. Alors, Bah là, oui. là, le Je peux client est en répondre. redressement judiciaire, donc on part du principe où le contrat continue, la lettre de mission entre l'expert comptable et le client continue de s'exécuter. Donc c'est vrai que là, si le confrère ne parvient pas à obtenir une réponse ni de la part du client ni du mandataire judiciaire, il peut éventuellement nous solliciter, et notamment dans le cadre de la commission résolution des litiges, pour voir si on peut en effet faire avancer les choses. Est-ce que je peux prendre la parole, Virginie? Oui, Patrick. bien sûr, Patrick. Alors là, on est dans un cas très... bon, je pense que le confrère ne va pas aimer ce que je vais lui dire, mais c'est la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, si la personne n'était plus en mission au moment où l'entreprise et ses dirigeants ont ouvert une procédure collective, à ce moment-là, ils rentrent dans la masse des créanciers, il faut qu'ils produisent, et si à la fin il reste quelque chose, ils seront. La seule protection qu'il peut y avoir, c'est lorsque on est en mission au moment de l'ouverture de la procédure collective. Auquel cas, il faut se rapprocher de l'administrateur qui, lui, pourra demander à ce que les honoraires, c'est le juge commis qui décidera, pourra demander à ce que les honoraires soient payés dans l'intérêt de la poursuite de la mission pour pouvoir aider à éclairer le tribunal. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est une créance ancienne et que la personne n'est plus dans le dossier, ça rentre dans la masse des créanciers et puis il faut produire sa créance et puis allumer les cierges. On va dire, il y a deux soucis. Il y a un, le souci financier, et là il faut savoir à quel moment on était à la date de cessation des paiements en fait. Et deux, il y a le souci de manque de confraternité, puisque a priori un nouvel expert comptable agit sur le dossier pendant le plan de redressement. Ce qui est assez limite en termes de confraternité. Donc, je pense que oui, se rapprocher de la résolution des litiges et voir ce qui se passe concrètement parlant avec cet expert comptable qui récupère un dossier sans en avertir le prédécesseur. Alors, je répondais moi sur la partie créance, hein, pas sur la oui, partie j'ai résolution compris des que tu litiges. répondais sur la partie financière. Mais c'est vrai que sur la partie financière, ça semble peut-être être un peu mal parti. Mais la lettre de reprise confraternelle fait partie de la déontologie. Donc, le nouvel expert comptable se doit d'écrire à l'ancien expert comptable. S'il y a un litige d'honoraires, on sait très bien que le nouvel expert comptable peut très bien se tourner vers l'ordre en disant il y a un litige d'honoraires, autorisez-moi quand même à reprendre le dossier. Et il n'y a pas de problème dans ces cas-là. Mais ne pas envoyer ce courrier confraternel alors qu'on sait qu'il y avait un expert comptable avant, là, je dirais que c'est la profession qui se tire une balle dans le pied. Oui, c'est un manquement aux obligations de l'expert comptable. Je crois qu'il y a encore beaucoup de questions et malheureusement, il est déjà 18h45, on a largement débordé. Je vais donc clore ce webinaire qui était vraiment agréable à faire. Vraiment, en conclusion, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez remarqué, donc on est là pour ça, quel que soit le nom de la commission. Le nom de la commission n'a aucune importance. On vous a donné tous les mails des permanents de l'ordre des experts comptables pour vous aider en cas de difficulté. Alors, merci beaucoup Gabriel, merci Brice, merci Jean-Marie, merci Patrick. Et on vous donne rendez-vous le 9 juin prochain pour vous aider à résoudre vos litiges.
Et le 22 juin, un petit déjeuner concernant le dispositif fiscal d'accompagnement des PME. Donc, bon courage à tous pour cette dernière ligne droite de cette période fiscale qui a été riche en émotions. Merci de votre attention et je vous dis à très vite au 9 juin. Bonne soirée, merci beaucoup et on va répondre à toutes vos questions par mail. Vous allez recevoir les slides, ça va être en replay et nous allons répondre à vos questions. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, Virginie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.